Bonjour et bienvenue à ce télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir un de nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnement. Aujourd'hui, il me fait grand plaisir d'accueillir M. David Autissier. David est maître de conférence HDR à l'Université Paris-Est-Créteil et directeur de la chaire ESSEC du changement et de la chaire ESSEC IMEO, Innovation managériale et excellence opérationnelle. Il est aussi coordinateur et intervenant du MOOC Réussir le changement en 2016 sur la plateforme Coursera. Expert du changement et de la transformation, il intervient depuis 25 ans auprès de nombreux grands groupes en France et à l'étranger. Il a publié 47 livres en management et une centaine d'articles dont La transformation digitale des entreprises chez Erol, Workshop Management aux éditions JFD, Le changement agile chez Dunod et Agir en mode delivery chez Erol. Il est aussi auteur du livre La parole libérée en entreprise, qui vient tout juste de sortir au mois dernier, en avril 2017, chez Erol et objet de notre entrevue d'aujourd'hui. Dans le cadre de cette entrevue d'une durée de 20 à 30 minutes, David nous partagera ce qu'il entend par parole libérée et en quoi cette dernière est importante aujourd'hui. Il nous en offrira quelques illustrations en entreprise pour élaborer ensuite sur les conditions de succès de ces dispositifs. Enfin, il fera le lien entre parole libérée et le changement en entreprise. Bonjour David, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Je suis très content de participer à cette action pour réinventer le management et la gestion. Oh, merci beaucoup, merci, c'est très apprécié. David, avant de commencer l'entrevue, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours professionnel? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées. Alors, moi, je viens du monde de l'IT. J'ai commencé comme auditeur informatique, chef de projet informatique, spécialisé dans les ERP. Et puis après, j'ai migré du côté de l'enseignement, de la recherche, en management. Et maintenant, depuis quelques années, effectivement, j'occupe ce poste de maître de conférence. Ensuite, j'ai été donc habilité à diriger des recherches. Et depuis 5 ans, je dirige une chaire sur le changement à l'ESSEC et depuis peu, je dirige une autre chaire sur l'innovation managériale et l'excellence opérationnelle à l'ESSEC également. D'ailleurs, c'est en plein dans le sujet dont on débat, cette notion d'innovation managériale. On sent bien qu'il faut réinventer, mais je crois que c'est en bonne voie. Ah, super. Bon, ben alors on est dans le ton, on est vraiment dans le ton. Dis-moi, David, qu'est-ce que tu entends plus particulièrement par parole libérée, puis pourquoi c'est important aujourd'hui? Alors, je crois que dans les entreprises, et c'est au niveau mondial, on sent qu'il y a une évolution sociétale de participation. Donc, les gens ne veulent plus simplement obéir. Alors, comme on dit, le modèle commande-contrôle a ses limites. On sent que de plus en plus, les gens veulent non pas du commande-contrôle, mais de la participation-action. Je vais l'appeler comme ça. Euh, alors après, encore faut-il que cela soit organisé, que cela s'inscrive dans un cadre, que cela s'inscrive au profit d'un collectif. Donc on sent bien qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à partager. Et là, on sent que le modèle commande-contrôle n'ouvrait pas vraiment de porte ou d'espace, après on verra sur ça, pour effectivement l'échange. Et là, la parole libérée, c'est de dire on veut des temps d'échange sur le travail. Et moi, je dis toujours, on a perdu un tout petit peu la notion d'être confrontant dans les organisations. On est soit en confrontation
ou en évitement, mais on n'arrive plus à être confrontant. Ce que je veux dire par être confrontant, c'est la capacité à traiter des choses objectives entre adultes, en amenant des débats, en échangeant, et puis en trouvant des solutions, bien sûr. Et le plus important, c'est plus de se mettre dans cette posture-là que trouver des solutions, même si l'objectif est bien de trouver des solutions. Donc, être confrontant, avoir des moments, des temps pour cela, et effectivement, ça veut dire qu'on va libérer cette parole des salariés. C'est aussi en lien avec une autre évolution qui est celle du besoin d'innovation dans les organisations. On voit très bien le mot d'ordre aujourd'hui dans les organisations, et le digital l'a montré, il faut innover. Il faut innover sur les procédés, il faut innover sur les produits, il faut innover sur les business models, il faut innover sur les cultures, on le voit bien. Sauf que l'innovation, ça ne se décrète pas. L'innovation, c'est quelque chose d'émergent, c'est des notions d'envie des personnes. Et puis, il y a un élément tout à l'heure qui a été mentionné dans le cadre des objectifs de ce programme-là, de cette action, la notion de stimulant. Et bien, effectivement, il faut que ça stimule un tout petit peu. Donc, pour permettre ça, on va essayer de créer des moments dédiés pour échanger de manière libre, sans contrainte de temps, sans contrainte mais sans contrainte institutionnelle. C'est-à-dire qu'on se permet de dire des choses avec bienveillance et respect des personnes, bien sûr. Il y a un autre élément moi, qui m'intéresse aussi, c'est par rapport à ça, il y a Dov Shenman, qui est un essayiste et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, qui a cette phrase-là que je trouve est intéressante. Il dit « Nous sommes passés d'une économie industrielle où on embauchait des bras à une économie de la connaissance où on embauchait des têtes, et maintenant à une économie humaine où on embauche des cœurs. » Mais encore faut-il que ça s'exprime. Et je pense que la parole libérée, c'est l'expression des cœurs. Ah, c'est beau. Et pourquoi avoir fait l'ouvrage sur la parole libérée? Parce que j'ai vu que c'était avec une entreprise comme la Française des Jeux. Alors, par rapport à cela, par rapport à la Française des Jeux et par rapport à l'expérimentation, on voit bien que ces notions de parole libérée, qui est pour moi une forme d'innovation managériale, nécessitent d'être expérimentées concrètement dans une organisation. On ne peut pas théoriser sur du long terme sur ces notions-là. Donc ça nécessite d'aller sur le terrain, de tester. Et là, il y a une entreprise qui a eu envie. Et ça, c'est important. Il y a eu une entreprise qui a eu envie. Et je remercie donc Jean-Yves Guillain et Pierre-Marie Argouache qui ont validé ce dispositif, qui ont eu envie de tester un certain nombre de choses et qui surtout ont eu envie de le raconter. Et ça me paraît clé dans le management moderne, la capacité à raconter et à partager ses expériences. Donc, on a eu cette entreprise-là. Alors, cette entreprise-là, elle est comme toutes les autres entreprises. Elle doit se développer, elle doit se transformer. Et puis, ce que l'on constate dans cette entreprise, mais dans l'ensemble des entreprises, c'est une accélération du changement. Alors, effectivement, par rapport au digital, par rapport à la société, on se rend compte qu'il y a une intensité et un rythme du changement qui augmente dans les entreprises. Et là, il y a deux postures à avoir. Est-ce que je ferme la porte ou est-ce que je me mets en situation de l'ouvrir et de comprendre cette complexité de changement et de mettre l'ensemble de l'organisation en mouvement? Donc, on a une entreprise qui avait donc un programme d'entreprise, notamment sur le digital, mais ça a été aussi le fait d'acteurs qui ont eu envie d'expérimenter et puis qui ont une forme de croyance aussi dans ce mode de management. Parce qu'on voit bien que ça remet en cause, entre guillemets, donc les territoires classiques de pouvoir de l'organisation. Donc, il faut aussi des dirigeants et des managers qui ont envie de tester. Donc, on a testé ça avec eux. Et on a voulu, mais ils avaient testé déjà beaucoup d'autres choses. Je reviendrai sur les dispositifs après. Et surtout, enfin, moi, il y a une phrase d'un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Clos, hein, qui est français, qui dit « Les salariés ne sont pas fatigués de travailler, mais de mal travailler ». Et je crois que là, on a quelque chose de clé, dire comment mieux travailler. Comment mieux travailler, et ça, il n'y a aucun outil, aucune méthode, entre guillemets. C'est simplement la capacité que l'on a dans l'échange, dans le dialogue par rapport à cela. Il y a un élément clé aussi qui est important dans cette notion de parole libérée. Il y a ce qu'on appelle la matrice de Simmel. Et Simmel, donc... Moi, je n'ai pas compris. Il y a la matrice de Simmel. George Simmel, qui est un sociologue. Et il dit finalement la coopération résulte de deux phénomènes. Résulte de la convergence vers des buts communs et de l'appréciation que les personnes ont entre elles. Et je pense que ça se travaille. Et une des manières de travailler sur ça, en travaillant sur ces deux axes, c'est de libérer la parole, de trouver des temps d'échange, de production des choses
commune. Donc pas, et je crois que l'enjeu il est bien dans la coopération au sens de CIMEL. Alors nous, ce qu'on appelle maintenant collaboratif. Donc mais c'est la même chose. Donc, et là, je pense qu'effectivement, et ces entreprises, l'entreprise, la Française des Jeux, a eu envie de faire ça, a eu envie de tester des choses par, par croyance, par envie, et puis dans le cadre d'un renouvellement de son business model. OK. On va revenir, qu'on a dit, sur les dispositifs, mais peut-être un petit élément. Est-ce que la parole libérée, c'est la même chose que l'entreprise libérée? Alors, effectivement, on a le grand mouvement de l'entreprise libérée, hein, avec les travaux d'Isaac Getz, entre autres. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une nuance entre les deux concepts qui me paraît clé. Dans l'entreprise libérée, de manière sous-jacente, il est prévu d'éliminer la hiérarchie. La hiérarchie n'existe plus dans un modèle pur et parfait de l'entreprise libérée. Moi, je ne crois pas à cela. La hiérarchie a un rôle, a une fonction qui est clé, qui est celle de la coordination dans l'entreprise et qui a un rôle à jouer aussi dans la maîtrise des pouvoirs. Donc ça me paraît clé. Donc on va laisser l'organisation dans son modèle hiérarchique et son modèle politique. Je reviendrai sur ça aussi après. Okay. Et par contre, il faut laisser des espaces en parallèle. Et ces espaces parallèles d'échange et de production vont aussi amener à travailler sur la pertinence de la hiérarchie. Mais je ne prône pas la suppression de la hiérarchie. Donc, parce qu'après, on peut s'interroger sur quelques postures un peu nihilistes, hein, qui consistent à dire, s'il n'y a plus de système, comment l'action va se développer hors système. Et donc là, il faut bien qu'il y ait un système pour permettre l'action. Donc, il faut faire un tout petit peu attention à cela. Donc, je comprends très bien, il y a une figure un peu utopique qui est intéressante intellectuellement. D'un point de vue pratique, je veux dire, il y a débat. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu s'inscrire dans l'entreprise libérée, mais la parole libérée, donc qui reprend un certain nombre d'idées de celle-ci, mais qui n'est pas complètement le modèle qui est proposé par l'entreprise libérée. En même temps, on se rapproche aussi de modèles qui ont déjà été développés là, il y a longtemps. Je parlais de la sociocratie ou de l'holacratie, qui ont été des formes organisationnelles qui prévoyaient effectivement ce qu'on appelle des cercles de réflexion en parallèle de l'activité opérationnelle, cercles hiérarchiques où tout le monde pouvait échanger, proposer des idées, etc. Donc on a bien déjà des formes organisationnelles qui existaient déjà depuis longtemps par rapport à cela. Là, on a voulu marquer cette notion par la capacité où toutes les personnes pouvaient venir parler de leur travail et de tout ce qu'elles voulaient améliorer dans leur travail. Et si, pour les gens qui nous écoutent, si on veut revenir à la notion de dispositif là, pour la Française des Jeux, ça s'est traduit comment l'implantation de cette parole libérée-là au sein de l'entreprise? Alors, il y a eu différentes manifestations parce que l'idée, c'était aussi de permettre cette innovation un peu émergente par rapport à ça. C'est ce qui a caractérisé la parole libérée dans l'entreprise. Ça a d'abord été un lieu. Ça a été de créer un lieu dédié sur cela. Ici, c'est une sorte d'agora, de carrefour. Après, on l'appelle un peu comme on veut. C'était un lieu. Alors, je sais, maintenant, on va appeler ça un lieu disruptif et collaboratif, avec des codes qui cassent un peu le fonctionnement, dirais-je, institutionnel classique. Mais c'était de créer un lieu. Donc ça, c'était le premier élément. Un lieu où les gens se rencontrent pour discuter un peu librement d'un certain nombre de sujets. Okay. C'est le premier point. Alors après, voilà, ça reprend toutes les notions d'innovation et de disruption liées à l'ergonomie du lieu de travail. Ensuite, il y a eu un certain nombre de méthodes, d'outils qui ont été proposés. Alors, un outil qui est québécois, qui est le co-développement, que je trouve extrêmement pertinent pour libérer la parole. Alors, bien sûr, c'est toutes les théories des focus group, des échanges, des communautés, des groupes d'échange de pratiques, etc., avec des scripts un tout petit peu différents qui permettent effectivement de libérer cette parole-là. Et je trouve que le script qui est proposé donc, dans le co-développement par les auteurs, donc Champagne-Payet, est très intéressant. Donc, ils ont pris un certain nombre de techniques sur lesquelles on a déjà des scripts par rapport à ça qui permettaient cela. Donc, ils ont pris du design thinking, ils ont pris des réseaux apprenants, ils ont pris des ateliers participatifs, ils ont pris des choses comme ça qui permettaient effectivement de guider un peu cet échange. Donc ça, c'est le deuxième élément, je dirais, un certain nombre de scripts et de méthodes.
troisième élément, ça a été d'avoir des personnes en charge de cela. Okay. C'est-à-dire qu'il y a eu des animateurs, il y a eu des facilitateurs. Alors après, on peut prendre tous les termes que l'on veut, mais il y a eu des acteurs qui ont eu pour objectif d'amener les personnes d'entreprise dans ce lieu-là pour traiter de leurs problématiques avec des scripts, dans un rôle de facilitateur et comment dirais-je, d'accompagnateur, entre guillemets, mais intervenant plus, dirais-je, sur la forme que sur le fond étant les personnes. Avec un objectif quand même, qui est de dire ces facilitateurs ne sont là que pour, entre guillemets, permettre le premier round d'apprentissage. Ensuite, les personnes doivent être autonomes par rapport à cela. L'idée, c'est vous venez dans ce lieu, vous pratiquez différentes méthodes, et le fait de les pratiquer vous permet de libérer la parole, et en même temps, vous apprenez ces méthodes-là, et vous êtes capable de les produire vous-même, pour vos équipes et pour d'autres équipes. L'idée aussi, c'est de développer la capacité de parole libérée dans l'entreprise. OK. Et parce qu'il faut faire le pont aussi entre ce lieu-là et après réintégrer ça dans les opérations, autant au niveau des discussions, j'imagine, des contenus, que de la capacité des gestionnaires après de faciliter eux aussi au niveau de leurs équipes cette parole libérée. En pédagogie, on est toujours dans la problématique ex situ, in situ. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour travailler, entre guillemets, la rupture, l'innovation, à sortir les gens. Et puis, alors, on les sort physiquement, on les sort intellectuellement, sur plein de choses, émotionnellement même. Et ensuite, on leur fait quelque chose de fort qu'ils vont réintégrer. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'était de créer le lieu au milieu de l'entreprise. Là, c'est un lieu où on quitte son bureau, on traverse le couloir et on y est. Alors, je dis pas que c'est l'éloignement, dirais-je, géographique et physique et simplement la règle du passage de in situ à ex situ, mais ça a été créé au milieu de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même un élément clé. Et l'idée, c'était de dire, finalement, dans ce lieu, on traite du vrai travail. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que les gens sont toujours intéressés quand on leur parle de leur vrai travail, quand on leur parle de leur action. Et là, de dire, on est en mode vrai travail, échange, confrontant, pour trouver des solutions. Et là, l'idée, c'est de faire ce transfert ensuite dans l'activité opérante. Et de créer une forme un tout petit peu, dirais-je, de lieu de passage comme ça, dans lequel on vient se régénérer régulièrement. Et dans le cas de la parole libérée, de dire finalement, est-ce que vous venez uniquement en mode projet ou est-ce que vous venez régulièrement pour, entre guillemets, comme une hygiène managériale, hein, se faire du bien comme on fait son jogging toutes les semaines, de dire bah, finalement, il faut peut-être repasser dans la salle de la parole libérée où se crée le dispositif de parole libérée régulièrement pour se redonner de l'énergie, pour retraiter un certain nombre de choses qu'on n'a pas le temps de faire parce que, comme on dit, on est le nez dans le guidon. Oui, on l'entend tellement, les gestionnaires, par exemple en co-développement, qui vont dire que ça fait tellement du bien de réfléchir, de prendre le temps de se ressourcer, de prendre un certain recul par rapport à leurs activités. Et après, tout l'enjeu, c'est effectivement réintégrer ça, que ce soit des ressources qui viennent, que les résultats de ces échanges-là deviennent des ressources pour l'activité récurrente et permanente. C'est là l'enjeu qui est. Tout à fait. Est-ce que selon toi, ce dont on parle pour l'entreprise La Française des Jeux, est-ce que c'est transposable dans tous les secteurs d'activité? Pour moi, oui, parce qu'on est sur de la méthode, hein, donc je pense que c'est complètement transposable et on le voit de nombreuses organisations, qu'elles soient dans le secteur industriel, dans les services, même dans les services publics, dans le secteur public, on voit très bien qu'il y a ce besoin de traiter des problèmes concrets, opérationnels, par ces liens. Et là, effectivement, faut ouvrir, il faut libérer la parole. En même temps, il faut le faire de manière structurée. Il faut le faire de manière structurée et honnête. Ce que je veux dire par ces deux termes-là, structuré, ça veut dire qu'on n'est pas dans nous on appelle ça en France les brèves de comptoir. Ça veut dire qu'on raconte un peu tout et n'importe quoi et ça n'aboutit à rien. Non, l'idée c'est un échange structuré où on va avoir des temps de catharsis, de brainstorming, de propositions, de décisions. On a bien des boucles qui prévoient ces temps-là et qui vont permettre effectivement aux personnes de s'exprimer, de traiter un problème, d'amener des solutions. Donc ça, je pense qu'il faut que ça soit un peu structuré. Et puis aussi dans le temps, il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Vous savez, moi je pense aussi que dans l'échange, il y a une notion d'énergie qui est importante. L'énergie, je ne l'ai pas sur des temps longs, je l'ai sur des temps courts. Et je dois les réactiver régulièrement. Donc il faut que ça soit structuré dans la capacité de délivrer un certain nombre de choses. Et puis il faut aussi que ça soit structuré par rapport à la captation de l'attention et de l'énergie des personnes. Donc ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, honnête, c'est-à-dire que ceux qui, on fait pas on fait pas du faux collaboratif. Moi, ça aussi, c'est un élément sur lequel j'insiste beaucoup. Mieux, si on fait du faux collaboratif, mieux vaut faire l'injonctif. Parce que sinon, il y a François Dupuis qui dit, qui est un auteur français, qui dit les gens ne font pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils sont intelligents. J'aime beaucoup cette phrase. Et effectivement, les gens savent très bien quand c'est du faux collaboratif. Donc, à un moment donné, on vient échanger sur quelque chose, mais ce n'est pas pour rien. Et les décisions n'ont pas déjà été prises avant. Ça me paraît clé dans les démarches. C'est-à-dire que si à un moment donné, le dispositif est une façade collaborative, ça ne fonctionnera qu'une fois. Et ça ne réalisera pas l'objectif initial. Donc oui, à la généralisation dans toutes les organisations. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin. Je pense que ça peut sortir de l'entreprise. Ça peut aussi être des modalités de fonctionnement dans les familles, dans d'autres lieux, dans d'autres unités de fonctionnement. Ce qu'on appelle dans les familles le conseil de famille, où à un moment donné, toutes les semaines, la famille se réunit et où tout le monde mentionne avec respect ce qu'il a envie de mentionner, ce qui lui paraît important, ce qui lui a déplu, etc. Ça fait partie aussi d'une forme d'hygiène de vie collective. Tout à fait. Et quelles sont les conditions de réussite d'un tel dispositif dans les organisations? Alors, c'est un petit peu, je veux dire moi j'ai toujours un peu de méthode. Un peu de méthode. Il faut aussi qu'il y ait des choses quand même qui aident à structurer. Beaucoup d'envie, parce que quand on se lance dans ces dispositifs-là, on est en rupture. Donc quand on est en rupture, on nous regarde avec un double regard, le regard de celui qui fait pas comme les autres et de celui qui peut se planter. Donc du coup, il y a beaucoup d'envie, et beaucoup d'envie d'expérimenter, de tester, parce qu'on sait très bien que ça demande, et l'exemple de la Française des Jeux le montre, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'itérations avant de trouver la bonne formule qui correspond au contexte, aux personnes, aux situations traitées. Donc il y a un travail, dirais-je, pour affiner le modèle, pour affiner les démarches. Donc ça, c'est une envie d'expérimenter. Et puis, je veux dire dernièrement, moi je dis toujours la folie d'innover. C'est-à-dire qu'il faut accepter, quand je dis folie, c'est au sens positif du terme, sur le sens énergie qu'il y a, la folie d'innover, c'est de dire finalement, je vais créer quelque chose qui n'existe pas. Et j'accepte d'aller vers cela et de créer quelque chose qui va peut-être remettre en cause un existant. C'est pour ça que je parle un tout petit peu de folie, parce que dans le sens où quand on commence, on ne sait pas toujours ce qu'on va obtenir. Mais on se dit que la dynamique qui va en résulter sera toujours plus importante que le résultat finalement. Et je trouve ça important. Donc je dis un peu de méthode, beaucoup d'envie d'expérimenter et une folie, et la folie d'innover, donc pour les conditions de réussite. Après, il y a deux notions. Moi je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une philosophie de l'entreprise de créer ce que Piaget appelait les bacs à sable, les lieux où on va expérimenter sans contrainte, de manière un peu libre, etc. Il faut qu'on ait ces bacs à sable. Alors, l'idée du lieu est toujours intéressante, ce qui a été fait donc à la Française des Jeux, c'est-à-dire de dire finalement, il y a un endroit, et un petit peu de dire tout ce qui se passe ici reste ici. Alors, je trouvais ça intéressant. Et avec aussi des volontés, on n'est pas dans des modèles où on va créer un comité, on va faire des comptes rendus, on va faire tout ça. Après, si les gens veulent le faire, ils le font. Mais c'est quelque chose où ils se disent les choses entre eux. Et ça me paraît intéressant de créer dans les conditions, c'est avoir des lieux de bac à sable. Moi, j'appelle ça comme ça, des lieux où on est un peu dans un cocon, où on peut échanger librement. L'autre facteur de réussite, c'est la posture des managers. Là aussi, c'est toujours, on va, parce qu'on a besoin de tout le monde, on ne va pas dire, il n'y a que les salariés, il n'y a pas les managers qui interviennent, il faut que tout le monde participe à cela. Là, il y a un peu ce que j'appelle les postures collaboratives qui sont clés. Alors, qui ne sont pas toujours présentes dans les postures. Alors, moi, je dis toujours, il y en a plusieurs des postures collaboratives. La bienveillance, c'est-à-dire aussi pour aider, pour faire progresser. Moi, je dis toujours, je bannis, je ne sais pas s'il y a la même expression au Québec, mais nous, souvent dans les réunions en France, il y a toujours quelqu'un qui prend la parole et qui dit « je ne peux pas laisser dire cela ». Et donc, on dit « non, ça c'est non ». On peut dire « je suis d'accord, pas d'accord », mais on ne peut pas s'ériger comme ça en moralisateur ou en gavant d'une certaine bonne parole. Il faut accepter la bienveillance par rapport au propos de l'autre, sous réserve de respect des personnes. Il y a l'écoute, donc ça me paraît aussi clé, c'est-à-dire que
ça aussi, quand les managers interviennent, eh ben, ils doivent passer presque plus de temps à écouter qu'à parler, ce qui n'est pas dans leur rôle, dirais-je, natif, entre guillemets. Le fonctionnement hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va être dans des organisations où tout le monde est mélangé. Et ça, quand on vient, on oublie ses galons, hein, comme on dit, à la porte de cela. La participation, ça veut dire la participation, c'est-à-dire que je suis là pour participer, pour agir. Alors, je ne sais pas, on voit bien certaines réunions, les gens font plus leur courriel que participer à la réunion. Donc, on va peut-être faire des moments plus courts où tout le monde participe. Tout le monde dit ce qu'il a envie de dire, comment il a envie de dire, et fait l'effort de l'action. Et puis, le dernier élément dans les postures, dans les principes, c'est l'aspect non polémique. On n'est pas là pour créer la polémique, on est là pour régler les problèmes, échanger. Donc, voilà un peu quelques conditions hein, qui sont à la fois des lieux, j'ai une petite formule, la méthode, l'envie d'expérimenter, la folie d'innover, les bacs à sable, et puis les postures de la vie managériale dans l'organisation. Et non la moindre. Parce que ça demande beaucoup de travail, effectivement. Oui, bien entendu. Et dans le fond, ce qu'on entend, excuse-moi? Non, pardon. Je pense qu'en même temps, c'est aussi en allant vers des dispositifs comme ça que l'on va faire progresser ces postures. Parce que après, il n'y a qu'une règle, hein, c'est celle du terrain et de la confrontation avec l'autre. Mais parce que tant qu'on fait du discours sur les postures collaboratives, ça ne sert à rien. Il faut aller dans le bac à sable, tester, et puis on va voir si on arrive à être bienveillant, pas bienveillant, etc. Et je pense que ça va contribuer aussi à l'évolution de ces postures. Tout à fait. En agissant, apprendre en agissant aussi. Dans le fond, ce que j'entends, c'est que c'est une nouvelle manière de faire le changement. Et oui, alors j'ai beaucoup écrit sur le sujet. On a vécu en gestion du changement, en conduite du changement, comme parfois on appelle ça, sur ce que j'appelle moi le modèle instrumental. Hein. On avait du diag, des grands leviers, du pilotage. Les grands leviers, c'était la formation, la communication, l'accompagnement, du pilotage, du diagnostic. Et on avait un modèle instrumental hein, qui était issu des grands cabinets de conseil, qui était issu aussi de tous les travaux de Kanter sur la route du changement, etc. Je ne vais pas revenir sur tout cela. Mais tout ce modèle-là était fait où il y avait des experts qui allaient interviewer le terrain et qui réalisaient un certain nombre de livrables. Je crois que ce modèle, l'expert qui vient prendre la matière, qui la met dans des templates et qui la restitue ne fonctionne plus. Et là, on vient sur les techniques de changement agile, de dire finalement, on va retrouver un petit peu de cadrage, on va trouver beaucoup d'expérimentation et de l'ancrage, mais tout ça, ça va se faire avec des ateliers. C'est-à-dire que l'unité de travail ne va plus être l'expert qui vient demander des informations, c'est des moments où on va regrouper les parties prenantes avec des objectifs, réaliser des ateliers qui auront des livrables, et ce qui fait que le changement va se faire autant dans la réalisation du livrable que dans le fait de faire l'atelier et de participer à l'atelier. Et donc, effectivement, le changement agile prévoit donc les trois phases, hein, une phase de définition qui correspond à des éléments de cadrage qui se fait en mode atelier avec les parties prenantes, et ensuite des ateliers qui vont se déployer dans l'organisation. Et on n'a plus du tout la trilogie classique entre la communication, la formation et l'accompagnement. Tout ça, ça va être mis ensemble et ça va être traité dans le cadre d'ateliers auprès des parties prenantes et un peu dans une logique, alors on retrouve des éléments de techniques agiles en informatique, hein. Ce qu'on appelle l'agile en informatique, c'est les scrums et les sprints en général. Les scrums, c'est j'associe les parties prenantes, donc qui allons-nous faire participer à ces ateliers, à quelle fréquence, et puis les sprints, c'est les temps, les boucles d'ateliers que l'on va faire. Donc je l'ai mentionné tout à l'heure, on va avoir des ateliers de catharsis, on va avoir des ateliers de brainstorming, on va avoir des ateliers de proposition et des ateliers de décision. On prévoit ces boucles de 4 types d'ateliers. Alors, ça dépend des projets, etc., sur des temps de 2-3 mois, donc ce qui fait qu'on va faire différents sprints, et toujours en mode, dirais-je, atelier, pour permettre effectivement l'expression, la co-construction, et effectivement la parole libérée. Alors, pour une entreprise, je dirais, pour une société libérée, je ne vais pas dire pour une entreprise libérée, mais pour une société libérée, avec des entreprises, donc, au service de l'épanouissement de la société et des personnes. Alors, très bien. Ben, écoutez, c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Il me venait à l'esprit parole libérée, mais c'est aussi action libérée, hein, parce que là, Action libérée, oui, c'est peut-être le terme est très intéressant, c'est ça. Parce que l'entreprise libérée, mais effectivement, c'est l'action libérée. Je trouve que la terminologie est parfaite. Ah, ben voilà. Voilà le thème d'un futur ouvrage.
Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, vraiment, David, merci beaucoup pour cette entrevue. Le temps qui nous était alloué est maintenant écoulé. Et vraiment, c'est très apprécié que tu aies accepté là, de partager vraiment ces dernières découvertes avec nous là, dans le cadre de ce télésommet. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais terminer par une petite citation, qui est une citation de Steve Jobs que je trouve toujours intéressante, qui dit: nous n'embauchons pas des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils nous disent ce que l'on doit faire. Et je crois que la parole libérée est pleinement dans cette philosophie-là. Hmm, très bien. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. Bravo pour cette action et ce programme. merci, merci. Ben, écoutez, pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous souhaitez en connaître davantage sur les réalisations de David, je vous invite à consulter son site web, alors www.davidtissier.com. Et puis, sur l'invitation que je vous ai fait parvenir pour assister à cette entrevue, j'ai mis un lien aussi avec son livre, donc La parole libérée. Entreprise. Aussi, pour les personnes qui sont intéressées, si vous avez envie d'échanger et de partager vos découvertes dans le cadre de ce télésommet, vous savez que vous pouvez vous inscrire au groupe Facebook Réinventer la gestion télésommet 2017, comme un espace de parole libérée. On partage nos points de vue sur les différentes choses qu'on a vues. David, d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te ferai part du moment où ton entrevue passera. Puis si tu as envie de te joindre à nous pour la discussion sur la parole libérée ou dans le cadre du télésommet, bien entendu, à n'importe quel temps, tu es le bienvenu. Alors, voilà. Alors, je remercie tout le monde pour votre intérêt porté à cette entrevue, pour l'intérêt porté aussi au télésommet 2017. Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Et j'espère vous voir dans le cadre de futures entrevues. Marie Côté, fondatrice de la gestion réinventée et auteure. Merci. Merci encore, David. Merci, au revoir. Au revoir.